Il est 13h à Kupela dans le Kouritenga. Bonjour et bienvenue à cette session d'information de la mi-journée dont voici les titres. Contribution des sociétés privées de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Une conférence publique a été organisée sur la thématique. Les détails dans un instant. Nomination d'un nouveau Premier ministre. La fumée blanche tarde toujours à sortir, mais au sein de la population, on a déjà le portrait robot de l'homme qu'il faut à la tête du gouvernement. Vous entendrez quelques réactions dans cette édition. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Quel peut être l'apport des sociétés privées de sécurité dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? Cette question a été au centre d'une conférence publique organisée par des responsables de sociétés privées de sécurité. Ils ont été appuyés dans cette démarche par l'ancien ministre de la Sécurité, Auguste Denis Barré. C'était dimanche. Les détails dans ce reportage de Fatimata Nkema. Les agents des sociétés privées de sécurité du Burkina Faso veulent aussi apporter leur partition dans la lutte contre l'insécurité qui sévit dans le pays. Face à la presse, certains responsables de sociétés privées de sécurité ont donné leur lecture de la situation qui prévaut avant de faire des propositions, des offres qui, selon eux, contribuera à l'éradication du terrorisme. De par leur proximité avec le peuple, les agents de sécurité privée peuvent être une solution de plus à l'éradication de l'insécurité et du terrorisme dans notre pays. Ils peuvent être une solution palliative aux rapports distants qu'entretiennent les populations avec certaines forces publiques qui engendrent une crise de confiance. Le contraste entre les agents de sécurité privée et du public est que ces derniers sont perçus par moments comme des corps étrangers au sein de certaines communautés et engendrent une réticence des populations à collaborer avec des forces de sécurité publiques et républicaine. Si les responsables des sociétés privées de sécurité pensent que leurs employés peuvent jouer un rôle dans le renseignement, le colonel Auguste Denis Barré trouve qu'ils seront plus utiles ailleurs. Le problème majeur aujourd'hui des forces de défense et de sécurité, c'est quoi? Ce sont les effectifs. Il y a tellement de servitudes que les effectifs ne suffisent pas, n'est-ce pas, à pourvoir aux besoins sécuritaires. Et pire encore, il y a des activités dans lesquelles les forces de défense et de sécurité sont interpellées alors qu'on pourrait, n'est-ce pas, les dédouaner de cela. Par exemple, la sécurité de certains lieux publics. Mais la police et la gendarmerie ne doivent plus faire ça aujourd'hui. Ces sociétés privées de sécurité disent également contribuer à la réduction du chômage dans le pays en employant des jeunes qui sont sans diplôme. Ils disent d'ailleurs se réjouir de la décision des marchés publics de ne plus réclamer des diplômes aux vigiles, mais plutôt une formation dans des institutions homologuées. Les Burkinabés sont dans l'attente du nouveau Premier ministre qui sera le choix de Rochma Christian Kaboré pour conduire le premier gouvernement de son second quinquennat. Dans l'élément qui va suivre, les Ouagavillois dressent le portrait robot du Premier ministre qu'il faut au Burkina Faso au regard du contexte sécuritaire et socio-économique. Ils s'expriment au micro de Ami Valien et Chérif Yanogo. Pour moi, le Premier ministre que la jeunesse aimerait avoir, c'est un Premier ministre dynamique, ayant un certain âge, pas vieux, pas très jeune, mais au moins c'est dans la moyenne. Et ainsi, je pense que le quinquennat du président du Faso doit être un quinquennat de chantier. Et à ce juste titre-là, il faut justement quelqu'un qui doit être en mesure de pouvoir surveiller et en suivre de près tous les chantiers. Parce que la question sécuritaire est là, la question sanitaire aussi est là. Donc il faut en tout cas ce Premier ministre-là aussi qui connaît les réalités en tout cas que vive la population. Si Roch a eu confiance à nommer un Premier ministre, c'est à lui maintenant d'avoir la confiance du Roch pour travailler pour le peuple. C'est la conscience. Voilà, il ne faut pas aider quelqu'un malhonnêtement quoi. Si tu veux l'aider, il faut l'aider. Et il ne faut pas l'aider, il faut aider le peuple. C'est ce que j'ai à dire. On demande au président de faire le choix sur la personne qui pourra mieux incarner les problèmes de la population
et qui connaît les vrais problèmes, comment faire pour les résoudre. Voilà, je pense que c'est ça qui est le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent dans ce pays. Tant qu'on travaillera au niveau de la base, je pense que c'est le minimum qu'on puisse demander. Bien, le ministre qu'on aurait souhaité, ce serait un ministre qui soit de l'union de tous les différents, dont tous les différents partis du pays peuvent consentir pour permettre en tout cas une réconciliation réelle du pays entre les différents partis, MPP, CDP, UPC, tous les partis qui constituent les différents maillons du pays. Il nous faut alors un ministre qui soit issu de ces différents partis pour que nous puissions avoir une vraie réconciliation. C'est une personne qui peut rassembler en fait autour de lui, pas en fait aller au-delà en fait des considérations politiques. Bon, peut-être on ne peut pas dire qu'une personne qui n'est pas trop dans notre manière de faire la politique, qui a une vision, qui peut rassembler. Aujourd'hui, on a besoin que tout le monde se rassemble autour du président. Donc, il faut forcément un rassembleur autour de lui. Parlons toujours politique. Edi Kombouego, fils de la commune rurale de Samba dans la province de Yako, marche sur les pas de son père. Il a organisé une cérémonie de présentation de vœux qui a réuni les fils et filles de la localité. Et c'est dans une ambiance de retrouvailles que les populations se sont souhaitées des vœux de santé, de sécurité et de réconciliation nationale. Michael Tougri. C'est une tradition respectée par Edi Kombouego. Chaque 3 janvier, il communue avec la population de Samba à une quarantaine de kilomètres de Yako. Et pour cette édition 2021 de présentation de vœux, c'est une population fortement mobilisée qui a réservé un accueil chaleureux à Edi Kombouego. Il est accueilli dès l'entrée de la commune rurale de Samba par des pas de danse et des chants. La suite du chemin se fera à pied jusqu'à son domicile où il est accueilli par des notabilités coutumières qui n'ont pas manqué de féliciter leur fils pour sa participation honorable aux élections présidentielles et législatives, même si on regrette une consultation entachée d'irrégularité. Notre fils a été candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2020. Il est arrivé en 2e position. On ne se décourage pas. Nous sommes des hommes de paix et nous voulons la paix. Nous prenons l'engagement ici même dans la cour royale à travailler pour qu'en 2025, il soit élu président du Faso. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire passer le message pour que ceux qui n'ont pas de CNIB, ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, puissent s'en en procurer pour les élections prochaines. C'est ce que nous allons faire. Nous avons été reçus royalement comme un prince, mais je pense qu'ils sont venus accueillir leur fils tout court. Et ça a toujours été comme ça, et c'est comme ça que nous renforçons les liens sociaux. Et c'est comme ça que les uns et les autres qui ne s'étaient pas entendus en 2020 se parlent avec l'ensemble des chefs des différents villages que vous avez vus. Et on se pardonne mutuellement, on travaille pour la cohésion sociale dans le village et dans tous les villages, dans tous les cantons et dans toute la commune. Entre discours et danse, Edi Kombouego a saisi cette occasion pour adresser ses salutations aux populations qui ont contribué à ce que le Congrès pour la démocratie et le progrès soit, après les élections couplées du 22 novembre, la deuxième force politique du Burkina Faso. Et pour sa mission, à la tête du chef de file de l'opposition politique, Edi Kombouego a demandé des bénédictions à ses parents afin de mener à bien cette nouvelle mission, celle du chef de file de l'opposition politique. Nous prions Dieu Tout-Puissant pour que l'année qui vient, cette année, soit meilleure à l'année dernière. Les années à venir, il y ait plus d'écoute, d'échange, d'entente dans ce pays-là. Parce que lorsqu'on est désunis, tous les mots arrivent. Mais quand on est unis, chacun se donne la main. Nous recherchons des solutions d'apaisement dans tous les sens. Et comme j'ai dit, cette année est placée sous le signe de la grande réconciliation, de la sécurité, la paix et la relance économique. Mais avant d'arriver dans la commune rurale de Samba, la délégation de Edi Kombouego a marqué une escale dans le village de Minissia où il a remercié les populations pour leur participation au double scrutin du 22 novembre.
2021 pour le président du Congrès pour la démocratie et le progrès doit être une année de réconciliation nationale entre les Burkinabés, mais aussi celle de trouver ensemble des solutions durables à l'épineuse question du défi sécuritaire. Vous le savez, au sortir des législatives du 22 novembre dernier, Eddy Kombouego est élu député. Il est également le chef de file de l'opposition politique. Au regard du score réalisé par son parti, l'homme va-t-il porter ces deux casquettes? Sa réponse au micro de Michael Tougri. Est-ce que l'opposition, c'est le bruit? Je ne crois pas. L'opposition, c'est de défendre les intérêts supérieurs de la nation. C'est de défendre les intérêts supérieurs des Burkinabés. C'est d'aller sur les priorités et les attentes des Burkinabés. Je ne crois pas qu'une opposition doit faire du bruit. Je pense qu'une opposition doit prendre une ligne qui répond aux attentes des populations. Si vous l'appelez comme bruit ou je peux appeler comme vous voulez, mais nous pensons que nous sommes du côté des populations, nous sommes du côté du peuple, et nous allons toujours défendre les intérêts du peuple. Nous allons décliner notre manière de faire, notre plan sur l'année et les années à venir. La manière de communiquer, la manière de réagir sur les différents aspects, sur les différents points qui touchent la vie de la nation. Nous serons présents. Nous avons dit au président Roch-Marc Christian Kaboré que tant qu'il défendra les intérêts du peuple burkinabé, nous serons de son côté. Mais s'il venait à s'éloigner, il nous entendra. C'est tout. Ce n'est pas une menace, c'est une position de principe, une position de l'opposant que je suis. Je vous remercie. Mais je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà dit que je vais siéger à l'Assemblée nationale. Ça vous étonne? On ne doit pas siéger. On est élu pour siéger. Donc je vais siéger. Il peut y avoir des occupations plus tard qui peuvent m'amener à aller ailleurs ou à gauche. Si j'estime que je n'ai plus le temps de siéger, dans tous les cas, j'ai un suppléant qui va me remplacer. Je vous remercie. Autre chose à présent dans ce journal, le Burkina Faso fait face à un rebond de la pandémie du Covid-19 et lors de son passage au JDS, l'incident manager du Covid-19 au Chorus est revenu sur les causes et surtout les solutions pour faire face à cette recrudescence de la maladie. Sanata Séré. Depuis le 27 novembre dernier, le nombre de cas confirmés du Covid-19 se compte maintenant par des centaines au Burkina Faso. Plusieurs raisons expliquent cette recrudescence de la maladie à coronavirus à l'échelle du pays et il y a lieu de renforcer les mesures barrières pour contrer cette seconde vague de la maladie, selon Jean-Charlemagne Kondombo, incident manager du Covid-19 au Chorus. Il faut renforcer le respect des mesures barrières. Il faut renforcer également l'engagement communautaire. Il faut que les leaders donnent le bon exemple. Il faut que les leaders commencent par donner le bon exemple. Il faut que les leaders comprennent que la maladie est une réalité. Et il faudrait que eux, d'abord, ils s'engagent et qu'ils donnent un modèle de vivre, un modèle de respect de ces mesures barrières. Il faut également renforcer les messages, réadapter les messages à l'endroit de la population. À l'étape actuelle, nous sommes à la phase des mutations. Le virus est adapté à notre milieu et le taux de mutation génomique s'élève autour de 1/10, dit-il. À l'en croire, des études doivent être menées afin de préciser le type de virus qui est actuellement en circulation au Burkina Faso. Il faut s'assurer que, à l'étape actuelle du virus, c'est lequel actuellement qui est transmis à la population. Et donc, pour véritablement comprendre cela, il faut donc faire un séquençage. Ce séquençage, ça veut dire qu'il faut regarder pour vérifier la lignée du virus, c'est-à-dire depuis le virus à l'état sauvage, qui est devenu pseudo-sauvage, actuellement, c'est quel type de virus qui est transmis donc à notre population. Et donc pour faire ce séquençage-là, il faut un plateau technique qui est disponible dans notre pays et je pense que les chercheurs sont là-dessus et certainement dans les prochains jours, certainement vous aurez des réponses beaucoup plus pointueuses et qui permettront de dire véritablement le type de virus donc qui est transmis. Au niveau mondial, plusieurs vaccins ont été découverts et sont en phase d'essai clinique, mais seulement 3 retiennent l'attention des acteurs. Au Burkina Faso, aucun choix n'a pour le moment été porté sur un vaccin, a encouragé Jean-Charlemagne Kondombo. À l'étape actuelle, il faut dire que le pays, le Burkina, donc s'est juste engagé à faire en sorte que le pays puisse être préparé
et les dispositions nécessaires pour l'introduction du vaccin dans notre pays. Donc c'est de faire en sorte que déjà tout le dispositif soit mis en place et que donc ce vaccin, lorsqu'il va être véritablement homologué par l'OMS, il va être également bénéfique à un certain titre avec un ensemble de dispositions qui sont mises en place, notamment pour détecter donc toutes les manifestations donc qui font suite à l'administration du vaccin et à la gestion de ces manifestations puissent être pris en temps réel. À la date du 1er janvier 2021, l'on a enregistré 112 nouveaux cas confirmés et plus de 6900 cas confirmés depuis le 9 mars 2020. Parmi ces cas de contamination, l'on note plus de 180 agents de santé, soit 2,5% du nombre total des cas. Les populations sont donc appelées à la vigilance à travers le strict respect des gestes barrières. Ce afin de minimiser les risques de contamination lors de cette seconde vague du coronavirus au Burkina Faso. Et le secteur de l'éducation, vous le savez, est une des victimes collatérales de la crise sanitaire liée au Covid-19, impactant ainsi négativement les activités pédagogiques et académiques au titre de l'année 2020. En dépit de cette réalité, les acteurs de ce secteur ont fait preuve de résilience avec la tenue effective des examens de fin d'année. Mamed Riana Kamabou. Débuté dans un contexte d'insécurité généralisée, l'année scolaire 2019-2020 a été marquée par une crise sécuritaire sans précédent. Le secteur de l'éducation a enregistré de nombreuses pertes en vie humaine, des menaces envers des enseignants et élèves, des destructions d'infrastructures et d'équipements éducatifs et de pillage de vivres dans des cantines scolaires. 2512 écoles ont été fermées dans le nord du pays à cause de l'insécurité. Près de 350 000 enfants sont privés de leur droit à l'éducation, selon l'UNICEF. Plus de 11 000 enseignants sont touchés par cette même crise. Une année également marquée par des mouvements d'humeur de partenaires sociaux ayant pour conséquence des interruptions récurrentes des activités pédagogiques. En plus de la crise sécuritaire, l'année scolaire 2019-2020 a été aussi marquée par une crise sanitaire, notamment avec la confirmation au Burkina Faso des premiers cas de la maladie à coronavirus le 9 mars 2020. Le gouvernement décide de la fermeture des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, post-primaire, secondaire, professionnel et universitaire, et ce sur l'étendue du territoire national. Au départ, cette fermeture était initialement prévue pour durer 2 semaines, soit du lundi 16 mars au mardi 31 mars 2020. Mais suite à l'évolution de cette pandémie, les écoles sont restées fermées et la réouverture a été reportée au 28 avril 2020. Une échéance qui sera une fois de plus repoussée. C'est finalement le 27 mai que le Conseil des ministres annonce la réouverture partielle des établissements sur le territoire à compter du 1er juin 2020. Cette rentrée ne concerne que les élèves en classe d'examen. Des cours à distance ont été conçus pour assurer la continuité de l'éducation avant le retour de la situation à la normale. Il sera également développé des stratégies pour rendre des cours accessibles gratuitement à des milliers d'élèves depuis leur domicile. 2020 a été aussi une année fructueuse. Des acquis majeurs dans le secteur de l'éducation nationale ont été engrangés. Dans le domaine de l'accès à l'éducation, on note une amélioration de différents indicateurs, conséquence de l'augmentation des capacités d'accueil à travers la programmation soutenue et la réalisation d'infrastructures éducatives à tous les niveaux. Le taux de préscolarisation est passé de 2,9% à 5,2% entre 2015 à 2016 et 2018 à 2019. Au niveau du primaire, l'année a été marquée par la construction effective de nouvelles salles de classe, aussi bien pour l'augmentation de l'offre éducative, la normalisation des écoles incomplètes, que pour la résorption des paillotes. On dénombre 556 salles de classe en cours de construction au titre de l'année 2020. L'accroissement du nombre de salles de classe a fait passer le nombre d'établissements fonctionnels du public et du privé de 14 655 à 15 345, soit un accroissement de 4,71%. Au poste primaire, l'offre éducative a connu une amélioration assez remarquable. En effet, sur l'ensemble du territoire national, il a été construit 529 collèges d'enseignement général dans des différentes communes afin de faire face au flux d'élèves achevant le cycle primaire.
Les effectifs ont connu une hausse avec 1 048 290 élèves scolarisés. Pour le compte du secondaire, il faut noter la réalisation de 69 nouveaux lycées d'enseignement général. Et enfin de dynamiser davantage le système éducatif et rompre avec caractère assez généraliste. C'est ainsi que la construction des lycées scientifiques a été initiée. Au total, ce sont 8 lycées scientifiques dont 2 à dimension nationale qui ont été réalisés. Il a eu aussi des avancées dans le cadre de effacement des écoles sous Payotte. Pour cette même année scolaire 2019-2020, 315 établissements du primaire et du post-primaire ont été fermés. La mesure concerne les établissements situés en face d'un marché, d'un débit de boissons, d'un cimetière, d'une zone marécageuse présentant des conditions sanitaires graves ou qui sont insalubres. Un mot d'économie dans ce journal avec la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf qui est officiellement entrée en vigueur ce 1er janvier 2021. Le traité est censé instaurer la plus vaste zone de libre-échange au monde avec plus d'1 milliard de personnes potentiellement concernées. On en sait plus avec Sonia Kokti. Initialement prévu le 1er juillet 2020, l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf a eu lieu officiellement le 1er janvier dernier. Les raisons de ce retard, la pandémie du Covid-19 et les longues négociations entre États. La fermeture des frontières a également eu un effet certain sur la mise en œuvre effective de marchés communs africains. Ratifié jusqu'à présent par 34 pays, l'accord portant création de la ZLECAf a été décidé en 2012 par l'Union africaine et adopté à l'occasion du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, organisé en 2018 au Rwanda. Avec cet accord, 90% des échanges de biens et de services seront exemptés des droits de douane. La ZLECAf, c'est un marché potentiel de 1,2 milliard de personnes et un PIB combiné d'environ 3 000 milliards de dollars américains pour les 54 États membres de l'Union africaine. Reste la question de l'apport réel de cet accord de libre-échange continental. Selon les concepteurs, cette zone permettra au continent et à ses entreprises de gagner à plusieurs niveaux. Sur un plan macro, l'accord vient corriger la faiblesse des échanges entre pays du même continent qui sont aujourd'hui les plus faibles au niveau mondial. Au-delà des effets sur les échanges commerciaux, il est attendu avec la ZLECAf un impact sur l'industrialisation de l'Afrique à travers la création de chaînes de valeur communes. Le but de la ZLECAf est aussi de faciliter la circulation des personnes afin d'approfondir l'intégration économique du continent africain et conformément à la vision panafricaine d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, telle qu'énoncée dans l'agenda 2063. La ZLECAf veut aussi renforcer la compétitivité des économies des États parties au niveau continental et mondial, promouvoir le développement industriel à travers la diversification, les chaînes de valeur régionales, l'agriculture et la sécurité alimentaire. Tout cela en relevant les défis de l'appartenance à une multitude d'organisations qui se chevauchent afin d'accélérer les processus d'intégration régionale et continentale. Un an après la mort de Cédric Chouviat en France, décédé après un contrôle policier le 3 janvier 2020, plusieurs centaines de personnes ont marché dimanche dans le calme pour honorer sa mémoire. Elles ont également demandé la suspension des policiers qui avaient procédé au contrôle du livreur. Suivez plutôt. C'est une marche silencieuse que les proches de Cédric Chouviat souhaitaient organiser. Mais se taire, pour cette famille, il n'en est pas question. Un an après la mort de Cédric Chouviat, à l'issue d'un banal contrôle de police, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris ce dimanche en soutien à la famille. Le 3 janvier 2020, Cédric Chouviat subit un banal contrôle de police et filme la scène. Le ton monte. Au bout de 10 minutes, l'homme est plaqué au sol avec son casque de moto sur la tête. Une interpellation de quelques secondes, fatale. « J'étouffe » seront ses derniers mots. Victime d'un malaise, il est transporté à l'hôpital et décédera 2 jours plus tard. L'émotion est immense. Plus tard, l'autopsie mettra en lumière une asphyxie avec fracture du larynx. Sur les 4 policiers impliqués dans l'interpellation, 3 ont été mis en examen pour homicide involontaire, mais aucun n'a été suspendu. La famille de Cédric Chouviat dénonce une injustice. On est juste là pour faire voir que la famille Chouviat existe toujours et qu'elle existera toujours tant que la justice n'aura pas rendu compte. Et surtout quand M. Darmanin n'aura pas décidé de faire des 4 mises à pied
Ce qui est pour nous le plus important aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de la part du gouvernement, de M. Macron, de M. Darmanin. C'est pas nous contre la police, voilà. C'est pas nous contre l'État, c'est nous contre les personnes qui justifient ces impunités, qui justifient ces actes, ces atrocités et ces crimes. Cette marche blanche entendait aussi s'élever contre la proposition de loi sécurité globale et surtout l'article 24 qui prévoyait de sanctionner la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Face à l'immense contestation ces derniers mois, l'article doit être réécrit. S'il n'y avait pas eu ce film, ils nous ont dit en premier lieu qu'il est mort de crise cardiaque. Donc il est impératif et obligatoire de filmer. Et même lorsque c'est filmé et que ces vidéos sont aux mains de l'État, eh ben, ces vidéos ne sont pas exploitées. Donc c'est pour ça que nous avons le devoir et l'obligation de filmer. L'inspection générale de la police nationale avait estimé que l'un des policiers avait pratiqué un étranglement arrière sur le livreur. Une technique controversée dont l'ex-ministre de l'Intérieur Christophe Castaner avait annoncé en juin l'abandon. Mais à ce jour, la fin de cette technique se fait toujours attendre. Et c'est ici qu'on met un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur True TV, la télé interactive.